députés. La parole est à Madame Gisèle Biémouret du groupe socialiste et apparentés. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure, chers collègues. Le handicap est un sujet qui doit nécessiter de notre part, en tant que législateur, une approche bienveillante, particulièrement soucieuse de justice sociale. Si le rapprochement avec le droit commun doit être un objectif idéal, il ne doit cependant pas se transformer en une injonction qui deviendrait source d'inégalité et d'injustice. Or, telle est la nature du sujet qui nous occupe aujourd'hui et qui est mis à l'ordre du jour de nos débats grâce à la pugnacité de nos collègues GDR et de sa rapporteure Marie-Georges Buffet que nous remercions. Il est également de ceux qui rencontre naturellement une adhésion transpartisane et qui explique pourquoi cette PPL est co-signée par presque 80 parlementaires de tous bords politiques. Car l'AAH ne doit pas être considérée comme un minimal social comme les autres, devant être familiarisée à l'égal des autres prestations. C'est une aide qui n'est pas temporaire, en raison du degré d'invalidité des personnes qui la perçoivent et qui représente bien pour elles une ressource financière. La suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans la base de calcul ne serait donc que justice sociale visant à l'autonomie des personnes, d'autant que le plafond de ressources retenu n'est pas très élevé et en réduit grandement l'accès. Parmi les 1,13 million de bénéficiaires de l'AAH, ce sont donc 250 000 personnes vivant en couple qui sont pénalisées et de plus exclues de la revalorisation apportée à la prestation. Or, même revalorisée et portée à 900 €, vivre avec l'AAH signifie rester sous le seuil de pauvreté. Et pour les personnes qui vivent une situation de handicap, exercer sa citoyenneté et voir sa dignité respectée relève souvent du combat quotidien. Dans son avis rendu en 2018, le Défenseur des droits dénonçait cette réforme comme ayant pour effet de pénaliser les personnes handicapées qui souhaitaient fonder une famille. Il précisait qu'elle allait à l'encontre des dispositions de l'article 23 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, au terme duquel les États parties prennent les mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille. Nous touchons là au paradoxe de la politique que vous menez. D'un côté, vous annoncez vouloir favoriser l'autonomie et l'exercice d'une pleine citoyenneté avec des mesures que nous soutenons, comme le droit de se marier, de se pacser et pour les personnes majeures sous tutelle, celui de divorcer sans recourir à l'autorisation judiciaire ou d'exercer leur droit de vote. Mais de l'autre, vous persistez à vouloir maintenir un état de tutelle financière et morale des allocataires de l'AAH vivant en couple, avec toutes les conséquences possibles que nous connaissons dès lors qu'elles concernent des personnes vulnérables. Cette dépendance est ressentie comme une honte et un sentiment de triple peine, cumulant le fait d'être fragilisé par la maladie ou le handicap, ne pas avoir de revenus et être dépendant du conjoint. C'est une atteinte portée à la dignité et l'autonomie des personnes et qui peut être une source de tension dans le couple. De plus, en cette veille du 8 mars, je rappellerai qu'en particulier pour les femmes, la dépendance économique est un facteur de vulnérabilité, exacerbant particulièrement les risques de violence conjugale. Nous sommes là bien loin des objectifs d'émancipation sociale dont votre majorité se fait pourtant l'étendard depuis 20 mois. Nous pouvons d'ailleurs regretter que les aspirations des personnes handicapées aient été largement absentes du questionnaire ouvrant le grand débat national voulu par votre gouvernement. D'autant que le thème revenant en tête des sujets émergents parmi la liste des revendications sur le handicap porte justement sur cette réforme des règles du cumul des revenus du conjoint avec l'AAH, ce qui prouve combien elle est ressentie comme une très grande injustice par nos concitoyens en situation de handicap. Cette question des ressources ne peut pourtant pas être évacuée d'un revers de main de votre part.
comme vous l'avez fait, Madame la Ministre, lors de votre interview sur LCI en février dernier, ou comme l'a fait la majorité au cours des débats en commission. Nous avons écouté avec attention les arguments avancés pour justifier le rejet du texte et ils nous ont semblé bien insuffisants au regard de l'importance du sujet. Il semble que vous ne pourrez d'ailleurs pas faire l'économie de voir introduire cette question par les associations dans l'ordre du jour de la prochaine conférence nationale du handicap prévue dans quelques mois. Nous aurions pu espérer une avancée de votre part après nos travaux en commission, mais le groupe majoritaire a choisi encore une fois la tactique de vider cette proposition de loi de sa substance en déposant 4 amendements de suppression de ces articles. Et si j'ai bien compris, c'est une motion de rejet à laquelle nous aurons droit tout à l'heure. Nous vous le disons posément, Madame la Ministre, la communication permanente ne peut servir de bilan politique. Or, depuis 20 mois, tous les signaux sont en train de s'allumer concernant la politique mise en œuvre. Nous assistons à un basculement insidieux dans les domaines de la vie des personnes handicapées, de la solidarité nationale à la solidarité familiale. L'État se défausse sur les familles. Les associations dénoncent ce glissement et ont déposé récemment une réclamation collective devant le Conseil de l'Europe afin de faire condamner l'État français pour violation des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap afin de voir leur revendication aboutir. Car les priorités du gouvernement sont clairement centrées sur la réduction des dépenses publiques. Ainsi, les mesures prises pour l'accès aux droits et la revalorisation de l'AAH ne peuvent compenser toutes celles qui diminuent petit à petit les revenus des personnes handicapées, détricotent la loi de 2005 et qui sont autant de rentrées financières pour l'État dont nous ne connaissons pas les chiffres. Je citerai par exemple, parmi d'autres, la désindexation de l'augmentation de l'AAH sur l'inflation et la suppression de son complément de ressources, l'exclusion de la prime d'activité des titulaires des pensions d'invalidité AT-MP après un sursis d'1 an, la baisse de 10% des pensions d'invalidité, la hausse des frais de tutelle des majeurs accompagnés, la baisse de 5% de l'APL, la suppression de l'accessibilité universelle par l'article 18 de la loi Elan, reconnue discriminante par le Défenseur des droits. Ces baisses de revenus sont d'autant plus anxiogènes pour les personnes handicapées qu'elles s'inscrivent d'une part dans le débat lancé sur les contreparties aux aides sociales qui prétend vouloir conditionner l'aide à un emploi, et d'autre part dans la perspective du chantier du futur revenu universel d'activité qui intégrera vraisemblablement l'AAH dans la liste des différents minima sociaux qui seront refondus dans cette aide forfaitaire. Nous serons très attentifs à ce futur chantier et à ses conséquences pour les personnes handicapées. Car lorsque Christophe Sirugue, dans son rapport, repense les minima sociaux en vue de leur simplification, son but est de ne pénaliser aucun bénéficiaire, mais bien au contraire d'apporter une amélioration à leurs conditions dans la nouvelle architecture. C'est pourquoi il nous semblerait pleinement justice de conserver le caractère spécifique de l'AAH et de la retirer de la liste des aides sociales qui seront fondues dans le RUA. En ce sens, nous souscrivons au constat de la rapporteure sur la nécessité de sortir de la notion de minima social pour aller vers une allocation d'autonomie et d'indépendance. C'est pourquoi le groupe socialiste votera cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Biémouret.